Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver une fois de plus pour ce nouveau numéro de Géopolitique internationale sur Afrique Média. Nous parlerons donc en première partie de l'hostilité contre les soldats de l'armée française du côté du Sahel. La force Barkhane peine donc à se faire accepter dans la région. Les populations parlent de complicité avec les groupes djihadistes. Ces dernières remettent donc en question cette présence au regard de la multiplication des attaques terroristes dans les pays du Sahel. On parle bien sûr du Niger, du Mali, du Tchad ou encore du Burkina Faso pour ne citer que ces pays-là. Situation donc très tendue pour la France alors que de nouveaux acteurs tels que la Russie sont sollicités aux côtés des forces armées nationales. Alors comment comprendre ce regain de tension contre la force Barkhane, alors qu'il faut également le mentionner, certains dirigeants tels que Mohamed Bazoum du Niger reconnaissent donc l'apport et l'appui de l'armée française dans la lutte contre le terrorisme. Et puis en seconde partie, on ira du côté de l'Éthiopie. Là-bas, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a appelé mardi les rebelles du Tigré à se rendre aux dernières informations alors qu'il a décidé de se rendre lui-même au front pour diriger les opérations militaires. Le Premier ministre éthiopien et ses troupes ont donc réussi à repousser les rebelles du Tigré alors que ceux-ci étaient donc annoncés seulement à quelques kilomètres de la capitale Addis Abeba. Des informations d'ailleurs démenties par le gouvernement éthiopien qui, à travers son ministère des Affaires étrangères, a accusé le média américain CNN de véhiculer de fausses informations en faveur des rebelles du Tigré. Quid du rôle des États-Unis dans ce conflit du côté de l'Éthiopie? Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous sur Afrique Média. Vous regardez bien sûr Géopolitique internationale. Nous aurons donc deux thématiques centrales. Comme vous l'avez si bien suivi, on va donc en débattre avec nos invités. On va rapidement procéder à la présentation de ces derniers. Michael Garmondi-Egoroff est avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous, monsieur, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On rappelle que dans le cadre de la dernière partie consacrée à l'actualité géopolitique, avec vous, on parlera de l'inauguration du monument de la gloire du côté de la République centrafricaine, symbole d'une coopération militaire apaisée entre Bangui et Moscou. En tout cas, ce sera l'interrogation. Et puis, Gamal Abina est également avec nous. Bonjour à vous, monsieur, bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation à nouveau. Pour Gamal Abina, on parlera tout à l'heure du sommet Chine-Afrique. Quel enjeu pour le continent africain? Ce sera votre sujet d'analyse. Luc Michel, conflit en Russie, Ukraine. Faut-il craindre une offensive de Moscou d'ici janvier? Ce sera votre sujet d'actualité géopolitique. Bonjour, bienvenue. Bonjour Manuela, bonjour aux collègues et aux téléspectateurs. Je suis heureux de pouvoir s'exprimer sur l'Ukraine puisque vous savez que l'Ukraine, c'est un des grands dossiers dont je m'occupe depuis les années 2014-2015. Luc Michel, on essaie encore de joindre Sébastien Pérémoni qui devrait peut-être certainement nous rejoindre dans quelques minutes. Lui également. Oui, je suis là, Madame Tiquet. Bonjour à tous les auditeurs. C'est juste j'ai un petit temps de retard, mais je suis déjà connecté. Merci pour l'invitation. Connecté avec lui, on parlera de l'Iran qui exige donc un retour irrévocable des États-Unis à l'accord sur le nucléaire. Merci à vous, Sébastien Pérémoni, d'être avec nous ce matin. On va donc aller sans transition parler de la première thématique de ce matin. On va aller du côté du Sahel, comme on l'a dit, les manifestations contre les soldats de la force française, la force Barkhane, qui s'intensifient. Directement, je vais commencer peut-être cette analyse avec vous, Luc Michel. On en a parlé au courant de cette semaine.
semaine. Il y a encore des manifestations qui sont d'ailleurs prévues dans les prochains jours dans ces pays du Sahel. Le Niger également se prépare à de nouvelles manifestations. On a l'impression que finalement le dialogue est rompu entre les manifestants, non seulement la population de ce côté-là, les dirigeants, mais aussi avec la France. Au cycle géopolitique, ce que la France et les États-Unis semblent ne pas vouloir comprendre. Il faut constater quelque chose, c'est que le but de toutes les guerres coloniales, depuis les guerres d'Algérie et du Cameroun dans les années 1950, c'était la conquête des esprits et des cœurs, comme le disaient les généraux français, et ensuite les généraux américains, notamment en Irak, etc. Aujourd'hui, les esprits et les cœurs des jeunes Africains et des masses panafricaines, ils sont perdus pour la France et perdus pour les autres puissances occidentales. Qu'est-ce qui a permis cela? C'est une révolution géopolitique. La géopolitique de 2021, ce n'est plus celle de 2010 ou 2015. En 2015, le grand état-major français avait émis un rapport à destination de l'Élysée. On lui posait la question comment anticiper les ennemis de la France et de l'Occident au cours des 20 prochaines années. Les généraux français avaient répondu froidement. Il avait dit ce sera le néo-panafricanisme. Je signale qu'ils ont utilisé ce terme que nous utilisons sur Afrique Média depuis plusieurs années, allié à la Russie. Nous sommes maintenant avec un phénomène géoidéologique. Qu'est-ce que c'est la géoidéologie? C'est lorsqu'un phénomène idéologique a des répercussions géopolitiques. La géoidéologie, elle concerne le panafricanisme. Il y a eu 3 générations du panafricanisme. La première, c'est celle des congrès dans les Antilles aux États-Unis, celle de Dutoit, de Marcus Gravet, etc. La deuxième génération, c'est celle des pères de l'indépendance, Lumumba, Nkrumah, Nasser. La troisième génération, je m'honore d'y avoir participé, c'était celle de Muammar Kadhafi. La quatrième génération, je l'appelle le néo-panafricanisme pour le distinguer des précédentes, c'est la génération d'Afrique Média. C'est-à-dire que contrairement aux 3 premières générations, où le panafricanisme était une affaire de politiciens et d'intellectuels, il y a aujourd'hui des masses populaires considérables, des centaines de millions d'Africains qui soutiennent le néo-panafricanisme. Le deuxième phénomène géopolitique, c'est le retour de la Russie en Afrique. Les Américains disent que la Russie est de retour sur les champs de bataille de la guerre froide. C'était déjà en 2018 l'analyse de Stratford. Les Russes sont arrivés en Afrique dès 2015-2016. Ils ont commencé par soutenir le Burundi au Conseil de sécurité, évitant à ce pays d'être submergé par une révolution de couleur qui a pris dans les autres pays arabes et africains. Ensuite, il y a l'arrivée en Centrafrique fin 2017. Il y a maintenant l'arrivée de la Russie dans 14 pays. La Russie, elle est suivie par une Chine qui pratique aujourd'hui une géopolitique offensive dans les domaines sécuritaires et militaires. Lors du récent sommet la semaine précédente de Dakar, Chine-Afrique, Xi Jinping a expliqué que la Chine allait intervenir dans le domaine sécuritaire contre le djihadisme et le terrorisme, qui est aussi un des ennemis de la Chine. Et enfin, les Russes ont été suivis, étroitement alliés avec l'Iran, l'Iran qui s'implante dans beaucoup de pays africains et surtout dont la marine est alliée maintenant étroitement sur toutes les mers autour de l'Afrique à la marine russe. Voilà donc tout ce qui a changé. Voilà pourquoi les masses panafricaines aujourd'hui, elles ont les moyens de leurs ambitions géopolitiques. Michel, Michael Garmondi, peut-être pour aller dans le même sens que Luc Michel, on verra bien. Alors, on sait effectivement que ces manifestations, du moins contre la présence française, ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a eu plusieurs manifestations dans les années précédentes, même si elles étaient épisodiques. C'est vrai que maintenant, elles s'intensifient. Est-ce justement à cause de l'arrivée de nouveaux acteurs, entre autres la Russie, la nouvelle configuration, on va dire quoi, géopolitique qui a peut-être changé et qui favorise l'intensification de ces manifestations? Oui, Manuela, moi je rejoins
ce qu'a dit Luc juste avant. Je pense que c'est une analyse très juste et très approfondie. Bien sûr, je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte aujourd'hui dans ce qui est en train de se passer, dans l'intensification que l'on observe au sein de la jeunesse africaine, au sein des panafricanistes. Évidemment, cela est dû au fait que déjà il y a un ras-le-bol total vis-à-vis de la politique française et plus généralement occidentale sur le continent africain. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les populations africaines se mobilisent activement et n'ont pas peur. On voit bien qu'il n'y a plus de peur malgré les pressions et souvent même quand on voit aujourd'hui ces manifestations qui se déroulent dans des États qui sont toujours assujettis au système néocolonial occidental et y compris france-africain, et on voit bien que malgré cela, les gens n'ont pas peur, les gens vont de l'avant, ils haussent la voix et ils ne comptent pas reculer. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très salutaire et c'est quelque chose qu'on ne peut qu'observer avec admiration, je pense. Et bien sûr, la conjoncture géopolitique a énormément changé. Aujourd'hui, l'Occident, même s'il gesticule et menace tous ceux qui lui font face, mais aujourd'hui, toutes les personnes qui savent analyser et comprendre la conjoncture géopolitique internationale actuelle comprennent qu'aujourd'hui, au vu de la montée en force des acteurs pro-multipolaires, parmi lesquels il y a bien sûr la Russie, la Chine, l'Iran, d'autres nations du monde, y compris de nombreuses nations africaines, bien sûr, cela renforce encore plus la détermination des personnes, des gens, des jeunes, des panafricanistes, des populations africaines, qui disent on va pas reculer, on va aller jusqu'au bout et on va faire entendre notre voix. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui à différents endroits du continent africain, y compris encore une fois dans des pays qui restent, en tout cas au niveau de leur régime, assujettis à la France-Afrique ou au système néocolonial occidental de façon générale. En tout cas, aujourd'hui, la peur a changé de camp, on le voit parfaitement. De notre côté, je pense qu'il n'y a jamais eu question de peur même. Mais c'est vrai que si l'on compare la période d'aujourd'hui et celle d'il y a 5-6 ans, on n'était pas dans la même conjoncture parce qu'il n'y avait pas une même réalité sur le terrain. Aujourd'hui, la réalité est différente. Et cela est dû, bien sûr, à l'arrivée de nouveaux acteurs, d'anciens nouveaux acteurs, disons comme ça, sur la scène géopolitique africaine. Mais cela est dû, je pense, et cela est très important, aux mobilisations des Africains eux-mêmes, parce que c'est de leur pays qu'il s'agit, c'est de leur continent qu'il s'agit, et le fait que les Africains font entendre leur voix aujourd'hui de façon aussi déterminée, je pense que cela est la meilleure réponse à toutes les espoirs néocolonialistes qui rêvent de nous faire retourner à l'ère unipolaire qui n'aura pas lieu. Il n'y aura pas de retour à l'ère unipolaire, et je pense qu'aujourd'hui, cela est plus clair que jamais. Merci Michael Garmondi. Gamal Abina, alors la défiance croissante de la population face à la présence militaire française dans le Sahel, le président Emmanuel Macron alertait encore il y a quelques mois et parlait de sentiments anti-français grandissant justement dans cette région. Alors est-ce que quelque part il n'y a pas également la complicité des dirigeants africains? Non, il n'y a absolument pas la complicité des dirigeants africains. On ne pousse pas des populations à manifester dans 3 pays différents contre un convoi de l'armée française qui circule comme s'il était chez lui. Ça, ce serait extrêmement fantaisiste. On pourrait penser qu'un pays africain, un dirigeant pousserait la population à le faire, mais 3 coups sur coup, c'est qu'il y a un problème fondamental. Luc Michel a rappelé qu'effectivement, il y a un néo-panafricanisme, on appelle ça comme ça, c'est très bien, qui est en train de traverser toute l'Afrique. C'est vrai qu'il faut le rappeler que l'assassinat de Kadhafi en Libye, qui était une façon de stopper cet idéal panafricain, n'a pas pu arrêter ce message qui est passé, parce qu'on peut tuer des hommes, on ne tue pas les idées. Et en vérité, aujourd'hui, lorsque Berkane devient Bakuba et que les Français divisent par 2 leurs forces, c'est qu'ils ont parfaitement conscience qu'ils sont très mal vus, et pour cause. Il suffit de voir le bilan de 8 ans de présence française. Pour quelques djihadistes dans le désert, où vraiment le fait de ne pas pouvoir les réduire par hautement douteux, on se pose des questions de savoir comment il se fait qu'une force aussi puissante que la force française n'est pas en mesure d'en finir avec un djihadisme qui a été éradiqué en Algérie, je le rappelle quand même, c'est pas la même force, eh bien ça interroge. Et ça interroge les populations qui manifestent. Ensuite, est-ce que vous imaginez sérieusement qu'un pays occidental, alors on va faire l'inverse, un pays africain, mettons l'Algérie pour prendre le plus évident, celui qui a le plus de capacité de mobilité, puisse se déplacer du Portugal à l'Espagne, de l'Espagne à la France, de la France à l'Angleterre ou à l'Allemagne,
comme ça, de 4 pays ou 3 pays, coup sur coup, sans la moindre difficulté, sans être arrêtés, sans être mal vus par les populations, et surtout avec des États qui sont complices, qui acceptent ces migrations de forces militaires d'un pays à l'autre. Ça n'existerait pas. Il y a donc 2 aspects qui sont à mettre en avant. Le premier, c'est un caractère clairement néocolonialiste. Ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent, et les dirigeants n'ont rien à dire. À part le Mali, on sent qu'il y a une expression qui commence à se faire. Sinon, les autres n'ont rien à dire. Ils doivent juste dire « OK, on est... » Ensuite, déplacer les forces parce que l'Algérie leur a interdit l'espace aérien, ça dit des choses. C'est un redéploiement qui a été imposé par les circonstances politiques qui sont mauvaises entre la France et l'Algérie. Et puis surtout, c'est une façon de dire aux Africains ce qu'on veut, on est chez nous. Mais ça, c'était la colonisation. On n'est plus du temps colonial. Et effectivement, s'il y a un sentiment anti-français en africain, c'est pas un sentiment qui vient de rien. C'est pas un racisme, c'est pas une volonté de dire on les aime pas s'ils sont méchants, non. S'il y a un sentiment anti-français, c'est qu'il est nourri par plusieurs éléments. D'abord, les terroristes continuent à tuer les populations civiles, ce qui est quand même pas rien. Ensuite, les Français, quand ils se déplacent, tuent aussi des populations civiles, puisqu'il y a eu des tirs au Niger en particulier, où on a compté 3 à 4 morts, on n'a pas le chiffre exact. Mais surtout, les résultats de la France en Afrique sur le plan économique sont nuls, mais clairement nuls. Pas à moitié, mais nuls. Et lorsque la France commence à être un peu inquiétée et qu'on leur dit il va falloir commencer un petit peu à revoir votre politique de présence néocoloniale militaire en Afrique, la réponse des Français, c'est de dire attention, si vous refusez notre présence, on va vous sanctionner économiquement. Déjà que c'était pas grand-chose l'économie française en Afrique, mais ils veulent faire des sanctions. Donc c'est une façon de faire une sorte de chantage où ils jouent la carte du porte-monnaie pour avoir une présence militaire permanente là-bas. Et rappelons quand même que les Français sont extrêmement présents militairement dans plusieurs bases, dans tous ces pays de l'ancienne Afrique australe ou l'Afrique de l'Ouest, bref, un peu partout. Ils ont des présences militaires importantes qui, pour prendre la plus évidente, c'est la base permanente qu'ils ont à Djibouti, qui dit qu'effectivement, la politique de la canonnière, comme on l'appelait à l'époque, n'a toujours pas déserté les esprits des dirigeants français. Donc oui, le sentiment français existe en Afrique, mais il est nourri par une action française. Il ne vient pas de nulle part. Ce ne sont pas les dirigeants qui sont à l'origine de ça. Et ce ne seront jamais les dirigeants. Sébastien Périmoni, on rappelle que le Premier ministre malien, Choguel Kokalai Maïga, avait donc récemment, bien sûr, accusé la France de former des groupes djihadistes. Un discours, Sébastien, qui crédibilise quand même les manifestations du côté du Sahel. Oui, je rejoins ce qu'ont dit d'ailleurs les précédents intervenants. Bonjour à tous. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui n'a pas été soulevé, mais qui a été un changement très important. C'est la crise financière de 2007-2008. C'est-à-dire qu'à l'époque, il faut voir que l'ensemble du système monétaire et financier occidental explose en plein vol, et qu'à ce moment-là, l'hégémonie apparente, le contrôle apparent du système impérialiste occidental en prend un coup très important dans la figure. On se rend compte que cette soi-disant puissance n'est pas si réelle que ça. Quelques temps après, si vous voulez, vous avez la Chine, ça a été mentionné, qui initie un nouveau paradigme avec le lancement de l'initiative Une ceinture, une route, les nouvelles routes de la soie, qui propose un nouveau partenariat global, et en particulier aux pays d'Afrique, mais pas seulement. Il faut savoir qu'à ce jour, plus de 140 pays aujourd'hui participent dans cette initiative Une ceinture, une route. Et la réponse, en fait, que l'Occident a menée après cette crise de 2007-2008, a été de faire pire qu'avant, puisque avant on avait le colonialisme, on va dire le colonialisme à la papa. Donc après les indépendances, on avait les amis de la France-Afrique qui étaient au pouvoir pendant 10, 20, 30 ans. Et je pense que un des éléments qui a changé aussi qui a permis à la population africaine de se réveiller, entre guillemets, de se lever, de se mobiliser, ça a été les images du bombardement du palais présidentiel en Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'en 2011, la France bombarde le palais présidentiel d'un pays africain. Les images font le tour du monde. Donc on voit une nouvelle forme d'impérialisme, dirons-nous, plus direct, quelque part, et plus brutal. Et ça devait être en mars 2011, si j'ai bonne mémoire, courant 2011. Et au même moment, en avril 2011, est lancée l'opération contre Muammar Kadhafi, où là encore, on a une intervention militaire brutale, impériale, directe, pour tuer un chef d'État. Enfin, Gbagbo n'a pas été tué, il a été envoyé à la Cour pénale internationale, qui est une vaste supercherie juridique.
Muammar Kadhafi, lui, est assassiné de manière la plus brutale qui soit. On se rappelle tous des images. Et on voit qu'à ce moment-là, il y a une sorte de déclic quelque part dans les populations africaines, où justement on voit cet impérialisme, je dirais, directement visible et beaucoup plus brutal qu'avant. Et à partir de là, je pense que de plus en plus de mobilisations contre cet impérialisme ont été menées. Et du côté de l'Occident, on est passé d'un néocolonialisme, on va dire, tranquille, à un néocolonialisme beaucoup plus brutal, avec, comme vous le disiez, financement du terrorisme. Je rappelle que la France a soutenu les terroristes en Syrie, que la France a participé à l'invasion de l'Afghanistan sous des faux prétextes, l'Irak. À chaque fois, on a soutenu le mauvais camp pour alimenter le chaos. Donc, je pense que les populations ont petit à petit réalisé en fait cet état de fait, cet impérialisme, et de plus en plus une prise de conscience a été faite dans les populations africaines, en particulier aussi grâce à des chaînes de télévision comme Afrique Média, qui ont fait beaucoup pour l'éducation populaire sur place, et donc est commencé à naître cet esprit de mobilisation contre l'impérialisme qui amène aujourd'hui la libération de la Centrafrique, du Mali, demain le Burkina Faso et probablement le Niger, il faut le souhaiter, même si le président actuel n'est pas encore tout à fait sur cette ligne-là. L'Éthiopie, on l'a vu, où il y a une réelle prise de conscience de ce nouvel impérialisme qui est beaucoup plus brutal, beaucoup plus vicieux, mais dont les populations ont beaucoup plus conscience aujourd'hui. On va rapidement sortir aussi de cette première thématique avant d'aborder la seconde. Et pour sortir, on va peut-être parler de ce soutien quand même qui est apporté à l'armée française du côté du Sahel, et un soutien apporté par un dirigeant africain. Il s'agit du président Mohamed Bazoum du Niger. Beaucoup sont bien sûr inquiets quant à, on va dire, l'avenir de cette armée, de cette présence française du côté du Sahel. Je refais le tour peut-être avec vous, Sébastien. Et justement, Mohamed Bazoum, lui, applaudit, et du moins, il remercie d'ailleurs la France pour sa présence et dit d'ailleurs que la France a beaucoup participé à sécuriser, à ramener la paix du côté du Sahel. C'est quand même une voix officielle. Alors, est-ce que cela ne pourrait pas porter préjudice à ce combat que mène la population justement de ce côté? En effet, c'est un combat qui va se jouer entre la population. On a vu à la surprise pas générale, mais enfin quand même c'était surprenant que le peuple du Niger commence à se réveiller. Et ce que disait d'ailleurs Monsieur Abina, il avait raison sur l'échec économique de la France-Afrique, où les pays sont sous-développés. Je rappelle que selon l'ONU et l'indice de développement humain, les 14 pays qui sont aujourd'hui sous contrôle du franc CFA sont parmi les 30 pays les plus pauvres du monde. Donc c'est quand même, et le Niger est 189e sur 189. Je crois que il a peut-être été dépassé par l'Afghanistan là, mais je crois que c'est le pays le plus pauvre du monde. Donc ils n'ont pas accès à l'électricité, à l'éducation, à la santé. Donc c'est un échec total. Et en effet, aujourd'hui le président actuel est du côté de la France-Afrique, il faut le dire clairement. Comme l'étaient d'ailleurs les présidents du Mali, du Burkina Faso, de Centrafrique auparavant. Donc il faut espérer justement que la population arrive à faire ce qu'elle a fait au Mali, arrive à faire ce qu'elle a fait en Centrafrique et dans d'autres pays. Mais en effet, aujourd'hui, je pense que Monsieur Bazoum est isolé. Et c'est, je pense, la bonne nouvelle pour la région, c'est que de plus en plus de ces dirigeants qui soutiendront l'intervention française et l'impérialisme français sur le continent africain seront de plus en plus isolés par leur population, et ça, c'est la bonne nouvelle. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, reconnaissant envers la France et bien sûr ses sacrifices. Alors, Gamal Abina, est-ce que cela vous également, est-ce que vous ne pensez pas que Mohamed Bazoum pourrait bien sûr être considéré comme un caillou dans la chaussure dans ce combat? Est-ce que ce n'est pas aussi une déclaration de guerre contre les autres dirigeants
africain. On sait qu'il s'est d'ailleurs exprimé. Il avait d'ailleurs demandé, lorsque la CEDEAO avertissait le dirigeant malien, les dirigeants de la transition, en ce qui concerne la gestion, bien sûr, de cette transition. Mohamed Bazoum également s'était clairement exprimé contre le président de la transition du côté du Mali. Alors, est-ce qu'il a officiellement pris son parti, à votre avis? Il a pris le parti de ce que ceux qui le payent lui disent de prendre. En l'occurrence, Mohamed Bazoum ne représente rien, comme vient de le souligner très justement, et c'est intelligent de le rappeler, Sébastien Perimoni, 189e position en termes de pauvreté, c'est le pays le plus pauvre de la planète, ce qui est quand même un record assez triste quand on sait que c'est un des pays les plus riches en matière de ressources minières, particulièrement concernant évidemment l'uranium, mais pas seulement, il y a beaucoup de ressources là-bas qui existent. Alors oui, c'est une mauvaise plaisanterie qu'un homme qui n'a aucun pouvoir, ni économique, ni politique, ni culturel, ni rien du tout, dans un pays enclavé, donne son avis. Son avis ne compte pour rien. L'avis d'un homme dont le pays a un PIB microscopique de 10 milliards de dollars n'a aucune valeur. En revanche, l'avis de sa population m'intéresserait plus. Mais malheureusement, dans ces petites dictatures nommées par la France, les populations sont rarement, voire jamais consultées. Ils ont toujours tendance, les Français, à faire la paix avec les dictateurs, mais en aucun cas avec les peuples. Et ça, c'est une chose intéressante. Alors non, ça ne compte pas pour deux raisons. La première, parce qu'il ne pèse pas. La seconde, parce que militairement, il est inexistant. Preuve en est, il fait appel aux maîtres français pour venir soi-disant sécuriser son territoire. Et la troisième, parce qu'il n'a même pas le droit de donner le prix. Il n'a même pas le droit de négocier le prix de la vente de son produit phare, l'uranium. Quand un homme est incapable d'apporter un minimum de bien-être à sa population, parce qu'il a été nommé par, évidemment, une fois de plus, les dirigeants occidentaux, et qu'en plus, il fait montre d'une obséquiosité absolument pathétique, était-il nécessaire de sa part de venir remercier des Français dont le résultat, je le rappelle encore à nouveau, pendant 8 ans, a été nul ou quasi nul en matière de maintien de la paix et du contre-terrorisme. Les choses sont très claires. Alors Mohamed Bazoum, il joue sa carte à la fois française, l'obséquieux, et algérienne. Son premier voyage a été pour Alger, parce qu'il cherche des soutiens. Il n'a donc pas voix à la parole, n'influencera personne et n'aura aucun, contrairement aux nouveaux dirigeants maliens qui ont au moins pour eux une popularité, lui n'a même pas le bénéfice de cela. Mais ce qui traduit beaucoup la situation, c'est que malheureusement, si on connaît bien la France-Afrique et le réseau FOCAR, laissé par feu général de Gaulle, qui avait bien travaillé sa mamie sur l'Afrique subsaharienne, on se rend bien compte que aujourd'hui, puisque les Français n'ont plus d'influence politique sérieuse dans la région, ils sont détestés par les populations pour des raisons qu'on connaît parfaitement aujourd'hui, on se rend bien compte qu'ils ont utilisé un autre moyen pour pouvoir rester dans la région. Et le meilleur moyen que les Américains avaient d'ailleurs parfaitement créé au départ, c'est le terrorisme, ce fameux axe du mal, ces pays terroristes et ces organisations terroristes qui seraient supranationales, qui seraient du jour au lendemain, qui montreraient leur présence dans des zones dans lesquelles ils n'ont rien à faire. Et là, effectivement, parce qu'il y a un petit peu de musulmans dans la région, eh bien, on utilise la carte de l'islam. Mais, en vérité, et c'est la seule chose qu'il faille reconnaître, c'est que ces présidents qui ne sont que des marionnettes, ou qui sont des présidents peureux, tout simplement, Bazoum est un peureux, c'est pas une marionnette. C'est à la fois une marionnette, mais un peureux surtout, ne prendront pas le risque de s'opposer à ceux qui décident dans leur pays, à savoir les Français. Et j'ai envie de dire que sa voix, qui ne compte pas pour grand chose, ne peut pas être confrontée aux millions de personnes qui font entendre leur voix dans la rue et qui sont opposées à cette présence néocoloniale. Le néocolonialisme français a fait du mal non seulement à l'Afrique, ça c'est évident, mais en plus commence à faire du mal à l'image de la France à travers le monde. Donc qu'ils disent oui ou non que ce soit un pantin articulé par les Français n'aura aucun impact. Ce qui aura un impact, c'est effectivement que les Africains prennent enfin pour eux le choix de leur partenaire. Et je vais rappeler une chose qui va faire très très mal aux néocolonialistes français. L'Afrique néocoloniale française n'a jamais bénéficié du moindre, je précise bien, de pas la moindre trace de transfert de compétences de la part de la France coloniale ou néocoloniale vis-à-vis de ces régions. Il n'y a pas un clou fabriqué par une usine en Afrique que les Français auraient donné en possibilité de pouvoir s'émanciper. Ils ne sont pas capables de fabriquer de voitures, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien. Parce que l'objectif des Français, c'est de vendre la ferraille française fabriquée en France vers l'Afrique. Donc l'objectif, c'est le néocolonialisme économique en plus d'une présence militaire. Donc deux choses. La première, le jour où les Français donneront des leçons, c'est le jour où ils feront comme les Chinois, ils feront des transferts de compétences et feront des investissements structurants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et deuxième chose, le jour où ils retireront leur force militaire parce qu'elles n'ont rien à faire en Afrique. Et ça, c'est catégorique. Gamal Abina, Michael Garmondi, alors la position du Niger n'est
pas inquiétante, vous également pour vous? Est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas s'inquiéter lorsqu'on sait quand même que le Niger occupe une position stratégique, surtout dans la zone des trois frontières, et que la présence militaire française est assez forte de ce côté-là? Oui, vous savez, c'est sûr qu'aujourd'hui, le système de la France-Afrique mise beaucoup sur le Niger, vraiment beaucoup, notamment dans le cas des événements qu'on est en train d'observer au Mali depuis les derniers mois. Moi, il y a deux éléments que j'aimerais dire en commentant les actions et les déclarations d'un personnage comme Bazoum. Premièrement, on voit parfaitement l'écart, l'énorme écart qui existe entre les pantins de la France-Afrique, comme lui, avec sa population, avec les populations africaines, avec les populations des pays à la tête desquels se trouvent des pantins de la France-Afrique. Et je pense, je dirais même plus, que tout à l'heure ça a été mentionné, par M. Périmoni, si je ne me trompe pas, en tout cas ça a été abordé, que les morts du Niger, parmi les manifestants, on parle de 4 personnes, mais on n'a pas effectivement des chiffres exacts, sont sur la conscience de soi-disant dirigeants comme Bazoum. Ils ne sont pas seulement sur la conscience des militaires français qui ont tiré, en pur néocolonialiste, mais également sur la conscience des pantins qui n'ont que faire de leurs citoyens qui se font tirer par une armée étrangère néocolonialiste. Ça, je pense que c'est très important. Et ça confirme l'énorme écart qui existe aujourd'hui entre ces dirigeants pantins du système de la France-Afrique et plus généralement du néocolonialisme occidental avec leurs populations respectives. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est très important à mentionner, M. Périmoni tout à l'heure l'a dit, d'ailleurs je rejoins parfaitement ce qui a été dit par M. Périmoni et M. Abina, c'est que aujourd'hui, ils sont dans l'isolation. Parce que vous savez que lorsque les événements au Mali ont commencé à prendre une ampleur inquiétante pour l'Élysée, ils ont activement mobilisé les pantins qui sont à leur disposition, donc que ce soit le Niger, la Côte d'Ivoire, enfin tous les États à la tête desquels se trouvent des sous-traitants du système France-africain, pour justement faire en sorte de donner une impression d'isolation du Mali. C'était d'ailleurs le message, c'était très clair, c'est-à-dire qu'il y avait une mobilisation soi-disant régionale, même si on sait parfaitement qui tirait les ficelles, pour donner une impression que le Mali, les dirigeants maliens, le leadership malien, la population malienne se retrouveraient isolés face à cette mobilisation régionale. Et aujourd'hui, avec cette mobilisation impressionnante dans les pays qui ont été mis à contribution par le système France-africain, on voit bien parfaitement, effectivement, comme l'a bien souligné M. Périmoni, que c'est eux qui sont isolés. Ils ont beau se mobiliser, les Bazoum, les Ouattara, et rencontrer les M. Macron, les Le Drian et tout ça, mais on voit bien qu'au final, sur le terrain, c'est eux qui sont isolés parce que leur population les rejette. Et les populations concernées ne veulent plus de ce paradigme néocolonialiste, même si leurs dirigeants respectifs continuent à appliquer ce schéma purement néocolonialiste sous l'ordre de l'Élysée. Donc ça, c'est le deuxième élément que j'aurais aimé souligner, mais en tout cas, je pense que cela est très révélateur du bouleversement qu'on a observé et qu'on continue d'observer au niveau de l'Afrique et notamment dans la région du Sahel. Je pense que, en tout cas, ce qui est évident aujourd'hui, c'est que le système france-africain est plus que jamais en difficulté. Il est en train de faire face à une chute vertigineuse de sa capacité de nuisance, et je pense que cette chute ne fera que s'accélérer, d'autant plus que les dirigeants france-africains, et là je parle des dirigeants français, parce que les sous-traitants, ça reste des sous-traitants, mais les dirigeants élyséens sont complètement incapables de faire minimum d'adaptation dans la situation actuelle, de faire un minimum de mea culpa, de comprendre qu'ils ne sont plus capables de maintenir ce schéma néocolonialiste, de demander pardon aussi aux populations concernées. Ils en sont pas capables. S'ils en étaient capables, je pense qu'ils auraient pu, si on peut dire, garder un minimum d'influence en commençant à respecter la souveraineté des États concernés. Mais vu leur extrême arrogance et leur comportement et cet aveuglement dans la poursuite de leurs actions en vue de maintenir ce système néocolonialiste qui est le leur, je pense qu'ils sont voués à poursuivre, ils sont voués à l'échec, et la chute vertigineuse de leur influence au niveau régional et plus généralement continental ne fera que s'accélérer, j'en suis
complètement convaincu. Alors, Luc Michel, on va bien sûr sortir avec vous sur cette question, votre réaction, analyse, après le soutien apporté par le Niger à la présence militaire française. Tout d'abord, il faut expliquer ce qu'est géopolitiquement le Niger. Tout d'abord, le président Bazoum, c'est lui-même une marionnette de l'ancien président Issoufou. Lorsque celui-là n'a pas pu faire un troisième mandat parce qu'il est prisonnier de l'agenda occidental, américain et français, il a mis un homme de paille à la présidence. Qui c'est Bazoum? C'est un ancien chef de guerre au Tchad, un chef de groupe armé terroriste. Aujourd'hui, le Niger, ce n'est pas la base principale de l'impérialisme français. C'est la base principale de l'impérialisme américain en Afrique. C'est le pays que l'Africain a choisi pour établir la tête de pont de l'américanisation de la guerre du Sahel. Les Américains ayant amené l'OTAN, il y a eu des bases françaises, il y a une base américaine, il y a une base de la Bundeswehr, Madame Merkel, il y a une base espagnole. C'est au Niger qu'est menée la fameuse guerre des drones américaines qui fait tant de massacres dans les populations, notamment au Mali, comme elle en a fait hier en Afghanistan et au Pakistan. Voilà donc ce qu'il faut savoir. Bazoum, c'est une triple marionnette. C'est une marionnette de l'ancien président Issoufou. C'est une marionnette des Français qui sont en perte de vitesse, parmi lesquels il doit se faire bien voir. Et c'est une marionnette de l'impérialisme occidental et américain. Maintenant, il faut comprendre que l'impérialisme occidental et néocolonialisme, il est possible parce qu'il y a la 5e colonne africaine. Il faut rappeler qu'est-ce que c'est la 5e colonne. Nous sommes en 1936. Il y a un coup d'État fasciste en Espagne du général Franco et il y a 4 colonnes militaires qui tentent de s'emparer de Madrid. Il convoque la presse et il dit, mais en fait, nous avons une 5e colonne, elle est à l'intérieur de la ville et elle va nous la livrer. C'est de là que vient l'expression. Aujourd'hui, la 5e colonne africaine, elle est organisée par les anciennes puissances coloniales, le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères belge dans la région des Grands Lacs, l'Espagne contre la Guinée équatoriale ou le Portugal dans les anciens pays de l'Empire portugais. Mais il y a également les réseaux de Georges Soros qui ont structuré des ONG, des médias et une classe politique africaine au service de l'impérialisme. Le State Department américain a fait la même chose, en particulier en liant des liens avec les régimes pro-américains en Afrique, en les amenant parfois au pouvoir. Par exemple, Mohamed Bouhari, il a été amené au pouvoir dans les années 80 par un coup d'État de la CIA, et depuis, il n'a jamais rompu les liens avec l'impérialisme américain. Et enfin, nous avons donc une classe de dirigeants au plus haut niveau, l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union des Grands Lacs, etc. Tous ces organismes étant dans les mains des Américains. En particulier l'Atlantic Council, qui est le think tank américain qui dirige la politique américaine en Afrique depuis 4 présidents, Bush II, Obama, Trump et Biden. Il a fait une classe politique qui est membre du think tank. Il y a des gens comme Félix Tshisekedi au Congo et à l'Union africaine, ou des gens comme Abdallah Hamdok, le premier ministre déchu qui vient d'être renversé, pro-américain, donc au Soudan. Voilà ce qu'il faut savoir. Mais il faut remonter plus loin pour comprendre. Tout est dans un livre fondamental de Lénine qui s'appelle L'impérialisme, table ultime du capitalisme. Lénine explique comment l'impérialisme au XIXe siècle a été possible en utilisant des classes politiques dirigeantes africaines. Celles-ci ont abandonné le contrôle des affaires pour avoir une illusion du pouvoir. C'est ce qu'il appelle les compradors. Les compradors, qu'est-ce que c'est? C'est un terme portugais. C'est la bourgeoisie chinoise de Macao qui a abdiqué dans les mains des Portugais. Les Portugais ont le pouvoir économique et militaire, mais les compradors officiellement dirigent toujours la colonie. C'est ce système qui est à la tête de la France-Afrique. Foccart, qu'est-ce qui garantit dans la France-Afrique? Il garantit le maintien des présidents pro-français au pouvoir, le renversement
des présidents anti-français et il garantit un train de corruption gigantesque et insoupçonné qui aujourd'hui n'est pas du tout en voie de réduction, au contraire. Eh bien, c'est cela qui est le système actuellement comme il marche, mais c'était un système qui existait déjà avant le 19e siècle. Lorsque les Portugais arrivent en Afrique, et puis les Espagnols, les Anglais, les Français, ils s'appuient pour coloniser la France sur des chefs coutumiers, sur des dirigeants africains. Par exemple, le roi Léopold II, lorsqu'il s'empare à titre privé, c'est pas la Belgique qui a conquis le Congo, c'est Léopold II à titre privé. Il a une armée privée qu'on appelle la force publique. Elle est constituée de moins de 500 officiers et sous-officiers belges. Ce sont des bouchers néocoloniaux. Mais les troupes, elles sont constituées de soldats africains. Léopold II va les chercher aux frontières de l'Angola et il les amène dans la région de Kinshasa et du Kivu et du Katanga. Ils ne parlent pas la langue, ils détestent les populations locales et donc ils sont utilisés pour conquérir le Congo. C'est à ça encore que des gens comme Mohamed Bazoum, comme Issoufou, comme Alassane Ouattara, Félix Tshisekedi et compagnie, c'est à cela qu'ils servent. Ils ont l'illusion d'être des présidents, mais ce sont des présidents de paille. Ils sont renversables à volonté. On en a encore un exemple d'ailleurs en Guinée Conakry. Vous savez que lorsqu'il arrive au pouvoir en 2010, Alpha Condé, c'est un président pro-occidental. Il a comme conseiller privé le fameux Georges Soros. Mais rapidement, c'est un nationaliste, il se rend compte que son pays est exploité et colonisé. Et il effectue en quelques années un retournement géopolitique. Il se tourne vers la Chine, la Russie. On commence par lui imposer lors de la dernière présidentielle une révolution de couleur. Et lorsqu'elle échoue, eh bien, il y a le coup d'État du colonel Doumbouya, qui est un de ses officiers compradors formés aux États-Unis. C'est l'officier de liaison de l'Africom avec l'armée guinéenne. C'est aussi un ancien légionnaire. Doumbouya, il appartient à cette 5e colonne qui remet un président, donc, qui destitue un président africain pour le remplacer par une marionnette de la France. C'est la même chose qui se passe dans les pays anglo-saxons, dans la dépendance de Londres. C'est la même chose qui se passe dans les pays qui ont choisi la domination américaine directe. C'est la même chose qui se passe dans les anciens pays, belges, espagnols, etc., ou italiens. Les Italiens sont de retour. C'est pour ça que je suis toujours fâché quand on les cite, évidemment, comme exemple à l'Afrique. L'Italie, qui avait été chassée par Kadhafi en 1969, elle est de retour aujourd'hui, aussi bien en Libye qu'en Somalie. Voilà ce qu'il faut savoir. Il faut mettre un terme à ce néocolonialisme. La première chose à faire, évidemment, c'est assurer la sécurité. Ça, c'est ce qui se passe avec la Russie. Mais la deuxième partie, les populations africaines l'ont bien compris, c'est de renverser cette bourgeoisie comprador. Merci à vous, Luc Michel. Eh bien, voilà, on referme donc cette première partie, du moins interrogation. On prend la transition pour aborder la seconde. Et voilà, retour sur ce plateau, ce sera bien sûr, comme à l'accoutumée, un seul tour de table avec nos invités pour aborder la seconde question de ce jour. On va parler de l'actualité du côté de l'Éthiopie, du moins, le conflit dans le Tigré, victoire de l'armée fédérale contre les rebelles tigréens. Est-ce un échec des Américains? On en parle bien sûr avec, une fois de plus, nos invités. Eh bien, Gamal Abina, je commence par vous sur cette question. Conflit tigréen. On voit donc beaucoup plus l'implication des États-Unis dans ce conflit. On parle beaucoup des États-Unis, de Washington. Alors pourquoi et que représente le Tigré pour les États-Unis? Alors, pas le Tigré, c'est beaucoup plus large que cela. Oui, l'application de Washington est évidente, puisque c'est eux qui ont consacré il y a à peu près un mois cette soi-disant opposition tigréenne qui aurait été mise en place.
Alors, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Il y a évidemment Washington, qui a intérêt à déstabiliser la région, ce qu'il a toujours fait finalement, avec la division du Soudan à l'ouest, excusez-moi, avec l'atomisation de la Somalie, avec l'instabilité au nord. Il y a tout un tas de pays comme ça dans la région qui sont impactés. Mais la Corne de l'Afrique était la zone, j'ai envie de dire, de redéploiement stratégique des États-Unis pour des raisons qui expliquera très bien Luc Michel tout à l'heure, à savoir que de l'autre côté de la mer, il y a quoi? Il y a un pays en guerre aussi qui est le Yémen, qui est littéralement agressé par l'Arabie des Saouds. Et il y a la zone pétrolifère, très importante, qui doit être contrôlée par les États-Unis avec la tension qui s'exerce par rapport à l'Iran. Alors pourquoi le Tigré? Alors parce que le Tigré est un allié, enfin la région du Tigré était au départ fournissait l'essentiel du contingent des forces militaires au niveau de l'autorité militaire, à savoir tout ce qui est généraux, caporaux, bref, tous les cadres de l'armée étaient formés essentiellement dans cette région. Parce que le Tigré, c'était Meles Zenawi qui était un allié total et absolument inconditionnel des États-Unis, qui viennent de perdre récemment avec l'arrivée au pouvoir de Abiy Ahmed, qui est devenu Premier ministre. Abiy Ahmed qui a obtenu, et c'était inespéré alors que la guerre durait depuis très longtemps, une paix avec l'Éthiopie, avec l'Érythrée, excusez-moi. Érythrée, rappelons-le, historiquement, qui était la seule région éthiopienne qui avait été colonisée. Donc ça explique pourquoi il y avait ces revendications d'indépendance. Mais le Tigré n'est pas dans cette configuration. Il fait partie des 9 États fédérés de l'Éthiopie qui ont été consacrés en 1994. Et le Tigré est devenu un point d'achoppement parce qu'avec l'arrivée d'Abiy Ahmed qui a voulu rééquilibrer les forces dans la région, je parle des forces politiques, en disant aux Tigréens, on va peut-être un peu moins vous laisser de pouvoir et redistribuer dans le reste de la région quand même. Il y a plusieurs ethnies qui sont lésées puisque c'est les Tigréens qui tenaient toutes les forces économiques, militaires particulièrement et politiques. Eh bien, avec la perte de Meles Zenawi qui était un Tigréen, rappelons-le aussi, eh bien, le meilleur allié américain semble leur avoir tourné le dos. Et pour cause, puisque l'Éthiopie, qui était un pays à l'époque du Négus rouge, de Mengistu, qui était un allié de soviétique avant sa chute en 90-91, eh bien, à cette époque-là, l'Éthiopie était un allié stratégique du bloc de l'Est et redevient, avec l'arrivée d'Abiy Ahmed, un nouvel allié stratégique du bloc de l'Est. Je parle de l'Est, cette fois-ci Grand Est, à savoir le bloc sino-russe. Alors, il y a 3 intervenants en faveur du président Abiy Ahmed, direct, même 4, on peut dire aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un retournement de tendance aussi avec les Émirats Arabes Unis qui viennent de rejoindre cet axe. Donc, l'Iran, la Russie, la Chine et les Émirats Arabes Unis qui sont dans le bateau. Et de l'autre côté, les États-Unis et leurs alliés inféodés. Et donc, pourquoi est-ce que, effectivement, il y a ce soutien inconditionnel et délirant des États-Unis vers Tigré? C'est parce qu'ils cherchent à atomiser le dernier pays très stable de la région, le pays le plus puissant militairement, rappelons-le. C'est quand même pas rien. L'Éthiopie, c'est quand même des centaines de chars T-72. C'est un équipement aérien. Ils ont des avions de combat. C'est aussi des capacités aéroportées importantes. C'est une armée qui est considérable et qui a participé. Il y a 15 000 soldats éthiopiens qui interviennent dans différents théâtres d'opération africains pour le maintien de la paix par l'ONU. Donc l'Éthiopie, c'est un pays qui a une histoire profonde aussi, c'est un pays qui n'a jamais été colonisé, qui a toujours été indépendant, qui a sa propre langue et sa propre monnaie, et surtout qui a choisi un nouveau type de développement économique qui serait plutôt basé vers un transfert de technologie, on en parlait il y a quelques minutes, de la puissance chinoise avec un soutien militaire russe qui veut participer aussi au développement. Donc l'Éthiopie a décidé de prendre son envol avec ce fameux nouveau barrage de la Renaissance qui devait être aussi un moyen d'indépendance économique puisque ça représente 6 centrales nucléaires. Et donc l'Éthiopie devait prendre son envol, ça devait être une zone de stabilisation de la région, mais les États-Unis ont vu un très mauvais œil pour 2 raisons, parce qu'effectivement le rapprochement avec les Russes et les Chinois, ils n'en veulent pas puisque les Chinois sont déjà présents militairement, rappelons-le aussi, à Djibouti, donc ça inquiète les Américains. Et surtout parce que les Russes ont décidé de pousser leur avantage dans la région et de se repositionner pour avoir une influence un peu plus significative dans le continent, rappelons-le encore une fois, le plus riche de la planète. Donc oui, les États-Unis soutiennent les Tigréens pour déstabiliser, et uniquement pour déstabiliser l'Éthiopie. Israël soutient les Tigréens parce que, rappelons-le aussi, les Félacha viennent de là-bas. On parle bien des Félacha, qui sont ces Juifs qui viennent de l'époque de la reine de Saba, de l'Abyssinie. Enfin, c'est une très longue histoire parce que l'Éthiopie est quand même le premier État chrétien d'Afrique, mais aussi le premier État juif d'Afrique noire. Donc ça, c'est des choses qui ont tout un tas de rapports comme ça d'influence qui font que aujourd'hui, eh bien, les États-Unis ont tout fait pour déstabiliser. Mais là où j'ai envie pour arriver sur la conclusion, me satisfaire de la situation, c'est que la bonne nouvelle, c'est que les Chinois et les Russes, à 2 jours d'intervalle, ont pris des positions extrêmement claires, ont mis en garde les États-Unis de ne plus intervenir, de ne plus déstabiliser, de ne plus soutenir les groupes terroristes et séparatistes,
c'est important. Ils ont mis en garde les États-Unis parce que les Chinois ont des investissements considérables. C'est la première zone d'investissement chinoise en Afrique. C'est des investissements productifs, particulièrement dans tous les domaines, textile, énergie. Bref, les Chinois ont commencé à faire un vrai transfert par rapport à leurs fameuses routes de la soie, ces fameuses routes de la soie qu'ils ont développées. Et donc, les Chinois n'ont pas l'intention de laisser leurs investissements partir en fumée parce que les Américains ont décidé de déstabiliser. Ils ont apporté leur soutien de façon très claire. J'avais dit il y a quelques temps que je pense que si Abiy Ahmed a pris l'offensive et beaucoup plus rassuré sur ses positions, c'est parce qu'il a reçu des garanties, et je l'avais supposé, ça s'est vérifié par la suite, des Chinois et des Russes qui ne l'abandonneraient pas. Donc aujourd'hui, l'Éthiopie, je pense que là, on est en négociation. Les Tigréens vont commencer à négocier parce qu'ils ont perdu la guerre. Ils sont en train de se faire balayer sur toutes les villes qu'ils avaient prises. Ils prétendent que c'est un redéploiement, mais en vérité, c'est juste une chute totale parce que effectivement, l'Éthiopie a développé enfin sur le terrain ses drones qui leur permettent d'avoir un avantage stratégique considérable, ce que n'ont pas évidemment la partie adverse, et surtout parce qu'ils vont couper les voies de communication à partir du Soudan de l'alimentation par les forces états-uniennes des Tigréens. Donc, quand ils vont perdre leur soutien américain, qui seront coupés dans leurs approvisionnements et que l'offensive de l'État fédéral légitime, encore une fois, il faut le rappeler, c'est l'État légitime qui est reconnu par l'ONU, de l'Éthiopie reprendra ses forces, il y a fort à parier que le pays retrouvera la paix et retrouvera la voie du développement qu'ils avaient déjà empruntée grâce au soutien combiné de la Chine, de la Russie, certainement des Émirats arabes unis qui commencent à investir aussi dans la région et d'autres forces qui ont intérêt à ce que cette région se stabilise. Gamal Abina. Luc Michel, je poursuis avec vous. On sait également que cette guerre, il y a aussi eu beaucoup de propagande. Il y a également l'entrée en jeu des médias. En tout cas, une méthode utilisée par plusieurs grandes puissances, dont les États-Unis. On a d'ailleurs peut-être avec le concours de la réalisation, justement, ce poste du ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie. C'est un poste qui date d'hier. On parlait peut-être avec la réalisation, peut-être pour afficher. Voilà. On va peut-être lire rapidement également pour nos téléspectateurs. Cela fait exactement un mois que CNN a menti à la communauté mondiale en affirmant qu'Addis Abeba était assiégé alors que l'ENDF continue de nettoyer les rebelles des zones clés. CNN doit des excuses à l'Éthiopie et au monde pour avoir servi d'instrument d'instabilité par la désinformation. Voilà, donc Bilal Seyoum, attaché de presse cabinet du Premier ministre. Luc Michel. On nous a montré pendant des semaines des cartes des positions militaires. On nous a expliqué qu'Addis Abeba allait tomber. Et Jeune Afrique a poussé le bouchon un peu loin. La semaine passée, il a mis en avant un expert, il s'appelle Lefort. Il devrait être gêné parce qu'il s'est ridiculisé. Soi-disant expert de l'Éthiopie, il a déclaré que c'était l'attitude d'Abiy Ahmed, qui était un belliciste, qui avait conduit son pays dans le désastre. Aujourd'hui, on assiste en direct à l'effondrement de la propagande occidentale. Non seulement l'armée du Tigré est en train de s'effondrer, mais la capitale même est sous le feu de l'armée éthiopienne et de l'armée érythréenne. L'armée du Tigré, la capitale du Tigré, Mekele, la capitale régionale, c'était une vaste blague de nous faire croire qu'une armée puissante, l'armée éthiopienne, une armée professionnelle appuyée sur une deuxième armée puissante, l'armée de l'Érythrée, qui est le deuxième État marxiste-léniniste de la Corne de l'Afrique et qui est appuyée, qui a été formée par les Soviétiques. On nous a fait croire qu'une armée de milices appuyée sur des groupuscules terroristes pouvait les vaincre. C'était une vaste blague. Ce que les Américains voulaient, c'était plus simple évidemment, c'était d'amener Abiy Ahmed à la table de négociation et à partager le pouvoir avec les gens du Tigré. Ils ont essayé via l'Angola, on parlait de la 5e colonne, de faire la même farce géopolitique vis-à-vis du président Touadéra. On voulait l'amener à Luanda, discuter avec Bozizé, c'est-à-dire le rebelle groupusculaire et terroriste, contre un président élu démocratiquement. Voilà donc, pour terminer cette phase de la propagande, il faut encore dire un mot, c'est que lorsque les Français et les Américains accusent les Russes et Afrique Media de faire des informations en Afrique, c'est la parabole de la paille et de la poutre de la Bible. Évidemment, la paille, elle est peut-être dans l'œil des Russes, mais la poutre, elle est dans l'œil des Français et des Américains.
Maintenant, le rôle des Américains, il faut comprendre. Il faut remonter à la géopolitique de la dernière partie de la guerre froide dans les années 1970-1980. La Corne de l'Afrique, c'est la zone de déploiement de l'Union soviétique. Le président Brejnev, il a une géopolitique mondiale agressive qui vise à libérer l'Afrique et à la détacher de l'Occident. Les principaux pays alliés de l'Union soviétique, c'est la Somalie, qui est le grand État de l'époque, c'est le maréchal Siad Barre, c'est l'Éthiopie de Mengistu et du Derg, mais c'est aussi l'Angola et le Mozambique. Eh bien, il est allié à un stratège russe qui est l'amiral Gorchov, qui déploie des flottes soviétiques sur les 6 océans du globe. Je parle de Gorchov parce que Poutine vient en 2019 de faire un plan de développement de la marine russe sur les 6 océans du globe qui est dans la droite ligne des plans de l'amiral Gorchov. À partir de ce moment-là, Ronald Reagan et les États-Unis, ils décident de démembrer la Corne de l'Afrique. Ils ont déjà le Soudan que depuis le début des années 60 avec les Israéliens, ils essayent de démembrer, ils en parviendront en 2011, ils s'attaquent à la Somalie, ils provoquent une guerre entre la Somalie et l'Éthiopie de l'époque, et bien entendu, la Somalie éclate, ils amènent au pouvoir des islamistes au milieu des années 90, ce sont les tribunaux islamiques puis les Shebabs. Les Shebabs aujourd'hui, ils sont encore présents à 70 km de Mogadiscio. La Somalie, c'est un non-État. On dit en géopolitique qu'elle est somalisée. Le deuxième État somalisé, c'est la Libye post-Kadhafi. Qu'est-ce que c'est la Somalie aujourd'hui? C'est 5 États de facto qui ont déclaré leur indépendance. Le Puntland, le Somaliland et notamment le Jubaland. Le Jubaland, il s'est détaché l'année précédente. Donc, tout ça est encore actuel. Il y a des zones aux mains des Shebabs, etc. Il y a des États aux mains de différents seigneurs de la guerre. Et ensuite, ils se sont attaqués à l'Éthiopie. Ils ont provoqué la sécession de l'Érythrée et une guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie. C'est le régime pro-américain, justement, du TFLP, qui est resté au pouvoir au Tigré aujourd'hui, qui fait cette guerre. Quel est le but des Américains? C'est briser l'unité de l'Éthiopie et l'isoler de ses ports. Ils vont continuer des opérations similaires. Actuellement, il y a une opération avec Daesh au Mozambique où on a découvert des champs gaziers. Et du côté de l'armée mozambicaine, il y a les frères paramilitaires russes, les mêmes qu'en Centrafrique. Voilà donc pourquoi les Américains, c'est leur objectif, c'est de fragmenter toute la côte de l'Afrique et d'empêcher les Russes et les Chinois de s'implanter dans la mer Rouge qui longe la côte de l'Afrique. Voilà ce qu'il faut comprendre. Il y a 1 mois et demi, après avoir en sous-main provoqué la sécession du Tigré avec les Israéliens, les Américains ont organisé une conférence à Washington entre le FLP, le TFLP, donc les Tigréens, et différents groupes terroristes, le Front de Libération Oromo, l'OLA, le Front de provinces voisines, etc. Et ils ont essayé de faire un mouvement uni pour faire croire que Abiy Ahmed était isolé. Mais en fait, Abiy Ahmed, il représente plus de 80% de la population, les Tigréens étant 8%. Les Américains, après, ont essayé d'organiser donc des négociations de paix. Et derrière tout ça, il y a les gens qui ont fait éclater le Soudan, qui ont fait éclater la Somalie et qui maintenant essayent de faire éclater l'Éthiopie. Il y a le fameux Atlantic Council, auquel appartient l'ex-premier ministre soudanais Abdallah Hamdok ou le président de l'Union africaine, le Congolais Félix Tshisekedi. Voilà donc ce qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui a empêché cette géopolitique américaine? Pourquoi est-ce que ça a marché dans les années 90, dans les années 2010 jusqu'en 2015? C'est parce qu'en 1991, l'URSS implose. À partir de ce moment-là, elle disparaît de l'Afrique. Pendant 10 ans, c'est le régime de Boris Eltsine. C'est les États-Unis qui, au contraire, essayent de coloniser avec les fameux oligarques. Ils essayent de coloniser la Russie et de la faire éclater en 4 petits États impuissants.
c'est Vladimir Poutine à partir de 2000, cet ancien colonel du KGB, qui mettra un terme à l'éclatement et aux tentatives de dissolution. Ensuite, dans les années 2000 à 2015, eh bien, il lance ce qu'on appelle le Grand Moyen-Orient. C'est une opération géopolitique qui va des frontières du Maroc à l'Asie centrale et du golfe de Guinée au détroit d'Aden en Somalie. Le successeur de ce Grand Moyen-Orient sous Bush II, sous Obama, c'est le printemps arabe puis le printemps africain. Sous Trump, c'est la nouvelle politique de Trump et Bolton. Et aujourd'hui, c'est le super printemps arabo-africain de Kamala Harris. Ce sera ma chute. Pourquoi est-ce que ça marche bien sous Bush II et sous Obama? Pourquoi est-ce que sous la deuxième partie d'Obama, ça ne marche plus? Pourquoi est-ce que le printemps arabe réussit et le printemps africain échoue? Pourquoi est-ce que la politique africaine de Trump et Bolton échoue? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Kamala Harris, Joe Biden et compagnie, ils sont combattus sur tous les fronts? Parce que l'URSS, depuis 2015, qui est devenue aujourd'hui la Russie, est de retour sur les champs de bataille de la guerre froide. Elle n'est pas seule, elle est avec ses alliés iraniens et ses alliés chinois, et elle mène en Afrique une guerre hybride avec les Iraniens contre la guerre classique des Occidentaux, c'est-à-dire la guerre militaire, économique et médiatique. Merci, Luc Michel. Sébastien Périmoni, alors, au regard de tous ces événements, est-ce qu'on peut parler déjà d'un échec des États-Unis dans cette guerre, du moins dans cette bataille que livre le pays contre le Premier ministre Abiy Ahmed? Alors, par rapport au tweet que vous avez cité, on peut déjà dire que le jour où CNN fera des excuses, je pense que, comme on dit chez nous, les poules auront des dents. Puisque CNN, si vous voulez, on sait très bien qui elle roule, comme on dit. Donc, faut pas attendre des excuses, si vous voulez, des ennemis justement de la souveraineté des pays africains. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, c'est qu'en effet, c'est un échec. On va dire, c'est un échec à court terme, dans le sens où vous avez entendu parler de cette fameuse réunion de 2 heures qui avait été rendue publique. Qui a été mentionné, où ont participé des gens du TPLF, participé des anciens ambassadeurs, et où cette ancienne secrétaire du département d'État américain aux affaires africaines avait explicitement dit qu'il fallait à tout prix que le président éthiopien tombe rapidement et qu'elle appelait à une victoire militaire rapide, en fait, de l'opposition et du TPLF. Donc, du point de vue militaire et du point de vue des intentions, si vous voulez, du lobby américain, je rappelle quand même que dans cette conférence, il n'y avait pas que des Américains, il y avait des Français, le fameux Stéphane Gompertz, ancien diplomate d'Éthiopie, qui lui-même faisait partie de cette réunion qui était soi-disant secrète. Il y avait la Grande-Bretagne, il y avait des gens de l'Union européenne. Donc vous aviez toute cette coalition, en fait, qui soutenait ouvertement une politique de changement de régime. Donc, c'était explicitement mentionné, comme ça a été révélé dans la vidéo qui circule sur Internet. Donc, du point de vue du court terme, en effet, c'est un échec, puisque on voit qu'avec la victoire militaire aujourd'hui du gouvernement, cette interférence, cette volonté d'une politique de changement de régime est stoppée dans le court terme. Mais je dis une demi-défaite parce que, en attendant, c'est le chaos qui se répand. C'est le chaos qui se répand. Dans le sens où justement ce conflit va laisser des traces, il va laisser des animosités, on va continuer à diviser les gens les uns contre les autres, et ça met un terme, ou du moins un ralentissement justement à ce que mentionnait Monsieur Abina, c'est-à-dire que l'Éthiopie était devenue un modèle en termes de développement industriel, non seulement le grand barrage, le chemin de fer entre Djibouti et Addis Abeba, la paix et les échanges qui avaient repris avec l'Érythrée, les parcs industriels, une classe moyenne qui était en train de se développer. Et donc, ce conflit a mis un stop, on va dire, un ralenti, justement, ce développement industriel. Et c'est ça, en fait, vraiment, et ça, j'insiste à chaque fois que j'interviens dans vos émissions, c'est que le vrai ennemi de cette oligarchie, c'est le développement économique. C'est le fait que les pays lance des vraies politiques de développement industriel.
Et donc, ces politiques de guerre permanente ont pour but soit d'anéantir, comme on l'a fait en Libye ou au Sahel, soit de ralentir cette politique industrielle. Donc, j'espère que la sécurité va revenir très vite. De ce point de vue-là, c'est un succès pour le gouvernement éthiopien et que très rapidement, justement, la dynamique de sortir les gens de la pauvreté. On sait quand même qu'il y a aujourd'hui plus de 1,5 million de déplacés dans la région du Nord. C'est des gens qui sont en train de mourir de faim, tout simplement. 1 million de personnes qui sont dans une situation sécuritaire et alimentaire catastrophique. Donc, pour que très vite, on puisse reprendre cette marche vers le progrès, cette marche vers le développement, et que l'Éthiopie reste un modèle pour aussi inspirer les autres pays à se lancer dans cette démarche d'industrialisation du continent. Donc, voilà ma remarque. Sébastien, alors on va sortir bien sûr avec vous, Michael Garmondi, sur cette question. Voilà, Abiy Ahmed a certes, on le voit, gagné cette bataille, on parle d'une première bataille, mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il peut gagner la guerre contre les États-Unis, finalement? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est un vrai leader. C'est un leader qui dispose d'un large soutien populaire, et il le sait parfaitement. Et on l'a vu d'ailleurs dans le cadre des nombreuses mobilisations populaires qui ont été observées au cours des dernières semaines et des derniers mois, aussi bien dans la capitale éthiopienne Addis Abeba qu'à d'autres endroits de l'Éthiopie, dans d'autres régions, et y compris devant les ambassades occidentales d'ailleurs, pour exprimer leur ferme désaccord du côté des populations. C'est aussi un militaire, c'est quelqu'un qui connaît bien le terrain, c'est quelqu'un qui a une grande expérience sur le terrain, et d'ailleurs le fait qu'il est actuellement, depuis qu'il est parti sur le front, en première ligne pour être avec ses soldats, ses militaires, son peuple, et les succès qui ont été observés, ils en disent très long aussi. Il faut aussi ne pas oublier l'histoire. L'Éthiopie étant un pays qui n'a jamais été colonisé dans l'histoire africaine, c'est aussi quelque chose qui est dans l'ADN des Éthiopiens. C'est pas des gens qui vont accepter de subir un quelconque diktat néocolonial. Et aussi, ce qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire le nouveau paradigme géopolitique et les soutiens géopolitiques aujourd'hui dont qui sont avec du côté de l'Éthiopie, notamment de la part de la Chine et de la Russie. Et d'ailleurs, tout récemment, le ministre chinois des Affaires étrangères était en Éthiopie, était à Addis Abeba, et il a fait une déclaration très forte de soutien à la souveraineté éthiopienne et aux actions du gouvernement éthiopien. C'était très fort et c'était très profond. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Les alliances géopolitiques actuelles de l'Éthiopie sont pour beaucoup également dans la résistance, dans le succès de la résistance. C'est pour ça que j'y crois. Donc oui, ma réponse est que malgré le fait que le chaos a été propagé, comme l'a souligné M. Perimoni, moi je reste convaincu que l'Éthiopie pourra résister avec efficacité et pourra reprendre sa marche de large développement industriel, sa large marche en avant, en coordination et avec le soutien de ses alliés, pour le bonheur des citoyens, pour le bonheur des populations éthiopiennes, et pour être un exemple justement pour d'autres pays africains, aussi bien dans sa résistance face au néocolonialisme occidental, et dans le cas précis, plus exactement états-unien, et aussi dans le cadre de développement, de large développement industriel. Vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé de la propagande. Vous savez, moi, effectivement, je me pose la question de la responsabilité de tous ces pseudo-experts autoproclamés qui intervenaient dans les médias anglo-saxons comme hexagonaux, anglophones comme francophones, et qui effectivement, avec l'air le plus sérieux qui soit, et c'était tout récent, c'était il y a encore de cela une semaine, 10 jours, disaient Abiy Ahmed est condamné, c'est une question de quelques jours, de quelques semaines tout au plus, il va tomber, on doit déjà penser à l'après-Abiy Ahmed. Je me demande, est-ce que ces personnages peuvent se regarder aujourd'hui tranquillement dans le miroir? Certainement oui, parce que quand vous avez cet esprit néocolonialiste et arrogant, j'imagine que oui, mais vous savez, ça confirme tout le ridicule de la chose. Et tout à l'heure, voilà, on avait parlé de CNN, cette chaîne de propagande états-unienne, mais on pouvait parfaitement citer aussi la BBC, d'autres médias anglo-saxons, des médias français, hexagonaux. Tous, aujourd'hui, doivent franchement faire profil bas, c'est ce qu'ils devraient faire, mais on sait tous qu'ils ne le feront pas. Mais logiquement, c'est ce qu'ils devraient faire. Eux et les experts qu'ils invitent, les fameux experts soi-disant, ils maîtrisent les sujets auxquels ils sont conviés de discuter. Très récemment, j'ai donné un entretien à une chaîne étatique éthiopienne, OBN Oromia,
qui diffuse en langue oromo, l'une des principales langues d'Éthiopie, et en anglais. Monsieur Pérémouni la connaît bien parce qu'il est invité souvent à y participer aussi, donc il connaît bien cette chaîne même avant moi. Voilà, et ils m'ont posé une question très intéressante dans le cadre du commentaire que je devais donner, c'est-à-dire que face à cette propagande occidentale, qu'est-ce que les médias africains, nationaux, régionaux, continentaux devraient faire et comment ils doivent interagir. Moi, je donnais pour résumer ce que j'ai dit que tout d'abord, il faut ignorer effectivement la propagande occidentale, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. On ne doit pas donner plus d'importance à toutes leurs gesticulations que cela ne mérite, de un. Et de deux, effectivement, j'ai dit que les médias aujourd'hui africains, qu'ils soient nationaux, régionaux ou continentaux, doivent s'unir, être solidaires dans un cadre panafricain. Et j'ai aussi mentionné Afrique Média, j'ai dit qu'il faut interagir beaucoup plus activement avec des grandes chaînes panafricaines comme Afrique Média. Je pense que c'est la meilleure réponse qu'il faut apporter aujourd'hui à toute cette sale propagande que l'establishment occidental mène à l'encontre des Africains, à l'encontre de tous les peuples non soumis, à l'encontre de l'écrasante majorité de l'humanité, pour être franc, dans le cadre de leur rêve de nous faire revenir à l'ère unipolaire qui n'aura pas lieu. Voilà. Merci à vous, Michael Garmondi. On referme donc bien sûr la seconde thématique. On aborde la dernière partie de cette émission, l'actualité géopolitique après la transition. Eh bien voilà, l'actualité géopolitique. On commence par vous, Sébastien Pérémouni, avec cette question. L'Iran qui exige donc un retour irrévocable des États-Unis à l'accord sur le nucléaire, 3 ans après le retrait, on le sait, unilatéral des États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. C'est l'Iran donc qui exige donc le retour on va dire quoi, des États-Unis. Alors de quoi s'agit-il exactement, Sébastien Pérémouni? Alors, ce qu'on peut dire en fait, c'est que aujourd'hui, par rapport à ce qu'a déclaré Monsieur Blinken, donc le secrétaire d'État américain, il a fait une déclaration sur Reuters hier, disant que les négociations, la voie de la diplomatie avait échoué. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la position américaine est une position qui tend de plus en plus vers un retrait de cet accord et une politique de sanctions, de revenir, enfin il y a déjà des sanctions, mais de briser cette dynamique de dialogue qui avait été instaurée et de combattre justement l'Iran de manière plus frontale. Et Blinken, dans sa déclaration sur Reuters, ça a été très clair, puisqu'il a déclaré que de toute façon aujourd'hui, au regard de la situation et du développement du programme nucléaire iranien, les États-Unis allaient devoir étaient dans une impasse, il a dit, et que d'autres options allaient être mises sur la table. Donc on sait ce que ça veut dire, les options, évidemment l'option militaire, hein, comme on en parlait déjà sous Obama. Et donc aujourd'hui il y a cette volonté en fait de l'Iran de recréer un cadre de dialogue face à une position américaine qui se durcit en fait et qui veut imposer des nouvelles sanctions. Donc il faut voir que tout ça se passe dans un contexte et qui rejoint finalement ce qui va être discuté après sur l'Ukraine. Vous avez actuellement évidemment, on a parlé de l'Éthiopie, mais c'est un contexte local. Vous avez une situation de pré-guerre mondiale où encore le Washington Post hier a annoncé, soi-disant de sources anonymes, hein, comme toujours, des sources anonymes au département d'État américain, que la Russie allait envahir avec 175 000 troupes l'Ukraine en début d'année 2022. Donc vous avez tout ce narratif qui est en train d'être créé pour avoir un conflit mondial et qui est disons le vrai danger en fait actuel, que ce soit en Ukraine, en Éthiopie, en Iran, c'est que aujourd'hui le tigre blessé, c'est-à-dire cet impérialisme qui n'arrive plus à maîtriser les choses comme on le voit en Afrique, comme on le voit au Moyen-Orient, comme on le voit dans d'autres pays, aujourd'hui de plus en plus dans un durcissement de sa politique et va chercher tous les prétextes, tous les moyens et je pense qu'il faut pas être naïf. Hein. Ces gens de l'Atlantic Council que mentionnait Monsieur Michel, le Council of Foreign Relations, le National Endowment for Democracy, USAID, tous ces gens-là aujourd'hui sont déterminés à créer un incident, que ce soit en Ukraine, en Iran, en Éthiopie ou ailleurs,
pour légitimer aujourd'hui une politique de guerre mondiale beaucoup plus brutale que ce qu'on a connu aujourd'hui. Et je pense que le contexte iranien s'inscrit explicitement dans cette nouvelle dynamique de durcissement de la politique impérialiste. Merci à vous. Sébastien Pérémoni, on poursuit avec l'actualité géopolitique. Cette fois-ci avec vous, Michael Garmandy-Agorov, on parle avec vous de cette statue des instructeurs russes du côté de la République centrafricaine qui a été inaugurée le 29 novembre dernier en présence bien sûr du chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra. On parle de mémoire et reconnaissance de l'engagement russe aux côtés des forces armées centrafricaines dans le cadre de la lutte contre les groupes armés. Vous savez, moi je pense d'abord qu'il faudrait remercier nos amis centrafricains pour ce geste de reconnaissance. Je pense que c'est un geste très fort et très important. Vous savez, moi, quand on mentionne ce sujet du monument de la gloire en RCA qui a été justement fait à l'effigie de la fraternité militaire entre les militaires centrafricains et russes dans le cadre du combat contre les rebelles et les terroristes sur le sol centrafricain. Tout à l'heure, on parlait de l'Éthiopie et je me rappelle qu'en Éthiopie, pour ceux qui connaissent l'Éthiopie, ceux qui ont visité la capitale, il y a un monument très intéressant qui existe dans la capitale éthiopienne, le monument Tiglatchin, qui a été créé à l'effigie des militaires éthiopiens, cubains et des conseillers militaires soviétiques lors de la guerre, qui ont participé ensemble dans la guerre de l'Ogaden en 1977-78 face aux troupes somaliennes qui étaient alors soutenues par les Américains. Et les Somaliens et les Américains ont subi une défaite. Cette guerre a duré 1 an et ce monument à la gloire donc des militaires éthiopiens et de leurs camarades cubains et soviétiques, tous ceux qui ont participé dans ce conflit, on peut trouver ce monument à l'effigie de cet événement. Donc moi je le vois de cette façon-là. En tout cas, ça confirme encore une fois que l'interaction russe avec ses amis africains, avec ses alliés africains est forte et elle donne du résultat. Ce n'est pas de la figuration, ce n'est pas de faux combats, ce n'est pas un agenda caché. C'est une coopération honnête qui apporte un résultat. Et aujourd'hui, toutes ces gesticulations occidentales, qu'elles soient américaines, françaises, britanniques ou autres, par rapport à la présence de la Russie sur le sol africain, et notamment centrafricain, elle est due justement au succès et à l'efficacité de cette interaction. Et je pense que l'établissement de ce monument, pour justement rendre hommage à cette interaction, à cette camaraderie, cette fraternité militaire entre les deux peuples, entre les spécialistes militaires des deux pays, je pense que c'est quand même très important. Vous savez, il y a tout récemment un expert britannique dont je ne me rappelle pas le nom et de toute façon je n'aimerais pas forcément le citer même si je le connaissais. Il avait dit à la BBC qu'il faut reconnaître que la Russie fait preuve d'efficacité dans la lutte sur le plan sécuritaire aux côtés de ses partenaires africains. Il a aussi dit qu'il faut reconnaître que les Africains, les peuples africains et les militaires africains préfèrent de loin collaborer avec les Russes qu'avec des partenaires occidentaux. Et donc, pour couper l'herbe sous les pieds des Russes, donc, tout en reconnaissant que les populations et le leadership des pays concernés, les militaires des pays concernés sont contents et sont satisfaits de l'interaction avec la Russie, il faut à tout prix bloquer l'entrée de la Russie dans des dossiers africains à travers donc des blocages, des menaces, des sanctions et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, finalement, on arrive à la situation où ça devient tellement évident qu'ils sont forcés de reconnaître cette réalité. Mais ils ne comptent évidemment pas reculer, donc ils le disent ouvertement, ils vont utiliser tous les moyens légaux et surtout illégaux à leur disposition pour mettre la pression sur les États concernés, sur les peuples concernés, pour qu'il n'y ait pas d'interaction avec la Russie, parce que cette interaction inspire aujourd'hui beaucoup d'autres pays. On le voit avec le Mali, on le verra avec d'autres pays, j'en suis convaincu, mais en tout cas en Centrafrique, ça a donné le résultat escompté, et je suis sûr que l'amitié sincère qui existe entre les peuples centrafricains et russes se poursuivra sans que personne ne puisse y faire quoi que ce soit, malgré la propagande, les attaques, les menaces et diverses gesticulations. Garmandy. Gamal Abina, avec vous, on poursuit, on parle cette fois-ci du 8e forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu
du côté de Dakar, c'est bien sûr au Sénégal. 2 jours dans de sommet, il était question non seulement de vaccins, de lutte contre la pandémie justement de Covid-19, mais aussi d'économie et même de sécurité. Alors, quel enjeu pour le continent africain? Alors déjà, oui, c'est le 8e sommet, vous venez de le dire, donc 8 sommets, pour dire quoi? Pour consacrer la collaboration économique, politique, transfert technologique entre la Chine et l'Afrique. Alors, il y a beaucoup d'Occidentaux qui, dans leur mauvaise foi habituelle, présentent cela comme une forme de néocolonialisme, ce qui est déjà ridicule pour 2 raisons. La première, parce que l'Afrique n'a jamais été colonisée par la Chine, jamais. La Chine n'a jamais colonisé aucun pays au monde, c'est la première des choses. Deuxième chose, parce que le travail chinois en Afrique est extraordinaire. Déjà, à la consécration de ce 8e forum de FOCAC, le président Xi Jinping a dit une chose extraordinaire. Il a dit, nous allons mettre à disposition 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid à l'Afrique. Voilà. Donc c'est le pays c'est le continent qui est le moins impacté par le Covid, et pour autant, les Chinois ont anticipé le mouvement et ont préféré mettre à disposition des doses très importantes par peur d'un variant nouveau et agressif qui pourrait arriver. On n'en a pas pour l'instant, mais ça pourrait arriver. Et surtout, c'est un témoignage de partenariat stratégique et surtout de respect des populations. C'est-à-dire que quand les Chinois vont en Afrique, évidemment, ils arrivent il y a 1 million de Chinois en Afrique aujourd'hui, avec des bras, puisque l'ancien président chinois, Yang Zepi, il me semble, avait dit une chose, il avait dit que la Chine n'a pas de ressources, de matières premières, ou très peu, à part le charbon, mais elle a des bras qu'elle exportera, ce qu'elle fait très bien. Ensuite, elle exporte des produits transformés, des petits équipements, du vêtement, du petit électroménager, enfin tout un tas de petits produits comme ça qui sont fabriqués en Chine pour mettre à disposition des Africains du matériel qui coûte beaucoup moins cher que ce qui est fabriqué en Occident. Et pour cause, puisque la Chine, ne le perdons pas de vue, est devenue littéralement l'atelier du monde. C'est elle qui fabrique tout. Et pour finir, parce que la Chine, en termes économiques, je parle, on va revenir sur les autres aspects, la Chine a décidé de se redéployer en Afrique pour 2 raisons. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de ressources minières, parce qu'elle ne considère pas normal que l'Afrique soit toujours considérée comme une sorte de précaré franco-anglais avec les Américains en chapeautage, et surtout parce que, effectivement, les Chinois qui se redéploient économiquement et qui ont fait leur fameuse une ceinture, une route, donc ces fameuses routes de la soie, passent nécessairement par l'Afrique pour arroser le reste du monde. Les besoins en matières premières des Chinois sont très importants. Les besoins de soft power chinois pour s'implanter en Afrique sont importants aussi, puisque on part d'abord de 10 milliards d'échanges en 2002 à 200 milliards aujourd'hui. C'est très important. Il y a vraiment une augmentation extraordinaire en termes d'échanges et de collaboration. On parle de 54 instituts Confucius qui sont disséminés dans 35 pays africains pour dire quoi? Pour dire qu'effectivement les Chinois se positionnent en termes culturels aussi. On parle de la première base extérieure à la Chine, ce qui est quand même assez extraordinaire, qui est à Djibouti. C'est la première base. Il y en aura d'autres évidemment. Et les Chinois ils viennent de faire des déclarations au sens à dire qu'ils vont s'occuper de l'aspect sécuritaire en Afrique parce qu'ils voient bien que les Occidentaux sont en train de déstabiliser les régions dans lesquelles ils ont investi. Je fais référence à nouveau à l'Éthiopie, mais pas seulement. Et puis on voit surtout que ces 8 rencontres ont donné des points extrêmement positifs. Je vais donner des exemples très précis qui parlent en particulier du Cameroun. Par exemple, quand les Chinois construisent une route au Cameroun, eh bien, ils associent à la construction de cette route qui est payée effectivement moins cher que si ça avait été fait par des compagnies occidentales, ils construisent un hôpital qu'ils offrent. Et oui, c'est comme ça. Les Chinois sont dans un rapport gagnant-gagnant. Nous vous construisons une route, c'est vrai, avec nos ouvriers, c'est peut-être le défaut, mais de l'autre côté, nous vous construisons on vous construit aussi évidemment un hôpital dont vous avez besoin pour soigner la population, ce qu'évidemment les Occidentaux n'auront absolument jamais envisagé. Ensuite, les Chinois, lorsqu'ils construisent dans l'Algérie, par exemple, l'autoroute Est-Ouest, ils offrent l'Opéra d'Alger, qui est un immense édifice aujourd'hui dont les Algériens peuvent s'enorgueillir, pour dire qu'à chaque fois qu'ils construisent quelque chose, ils le font pas seulement pour l'argent, même s'ils le font pour l'argent. Ils le font aussi pour une forme de rayonnement en termes culturels, en termes de partenariat et en termes d'échanges gagnant-gagnant. Donc, il y a beaucoup de critiques sur la présence chinoise en Afrique, mais c'est des critiques qui viennent essentiellement d'Occident. Après, c'est vrai que beaucoup de produits chinois inondent le marché africain, ce qui a tendance un petit peu à fragiliser les économies locales. Mais de l'autre côté, les infrastructures, les rares infrastructures que les Occidentaux avaient construites sont tellement pathétiques au regard de ce qu'a fait la Chine en 20 ans qu'on peut même plus parler de collaboration, mais vraiment de co-développement.
Alors les Chinois se présentent comme un pays du tiers-monde, c'est vrai que historiquement c'est un pays du tiers-monde, qui a obtenu, sans passer par la démocratie, son développement, alors qu'à l'époque les Occidentaux nous vendaient que la démocratie apportait le développement, ce qui est une fumisterie bien évidemment, et ils disent les Chinois, nous ne voulons pas vous donner des leçons, nous ne voulons pas vous expliquer comment gouverner votre pays, nous ne voulons pas vous expliquer que vous êtes gentil ou méchant, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de faire du travail avec vous et que ça profite à tout le monde. Et ça commence réellement à se voir. Alors, on parle maintenant, la nouvelle technique occidentale pour disqualifier les Chinois, c'est de parler d'un endettement de l'Afrique par la Chine, sauf que lorsque les Chinois ont une dette à destination des Africains, parfois ils l'effacent pour commencer, mais surtout c'est une dette productive. Alors je traduis. Quand la dette occidentale arrive en Afrique, ce n'est pas pour développer les pays, c'est pour faire en sorte que les pays africains se retrouvent endettés et ne soient plus en mesure de payer que le service de la dette, l'intérêt. Les Chinois, pas du tout. Ils sont capables de jeûner le paiement de la dette pour relancer l'investissement, créer de la richesse et se faire rembourser par le travail. Donc ces deux démarches qui sont diamétralement opposées et qui disent quoi? Que les Chinois ont tout intérêt à ce que les Africains se développent. Pourquoi? Parce qu'il faut rembourser la dette. C'est une dette de production, c'est ce qu'on appelle l'investissement productif. Donc quand les Chinois vont par exemple fabriquer des usines du côté par exemple de l'Éthiopie ou même en Algérie ou même au Maroc, on commence à parler d'usines au Maroc, ils le font pourquoi? Pour qu'il y ait une création de richesse, effectivement, pour qu'il y ait une baisse des tensions sociales parce que ça crée l'emploi, mais surtout pour que les pays soient en mesure de rembourser la dette. Après la crise pétrolière, il y a eu un ralentissement, par exemple, de l'Angola du remboursement de sa dette. Les Chinois ne leur ont pas mis le couteau sur la gorge. Ils ont gelé, tout simplement, en attendant qu'il y ait une embellie. Donc aujourd'hui, la présence chinoise en Afrique apporte plus de choses positives que de choses négatives, bien évidemment. La présence chinoise en Afrique n'arrive pas avec un caractère particulier très néocolonialiste de maître à esclave et de racisme en prenant les Africains pour des imbéciles, parce que c'est un truc important. Quand, par exemple, les Français vont en Afrique, ils prennent les Africains pour des imbéciles. Ils les traitent encore de grands enfants. Pas en direct aujourd'hui, ça ne se fait plus, mais ils le pensent. Eh bien, les Chinois n'ont pas ce rapport-là parce qu'ils reviennent aussi eux-mêmes d'une colonisation. Ils ont été écrasés, humiliés. Ça a duré quand même très longtemps. Ils ont été drogués. Il faut se rappeler que la reine d'Angleterre, Elisabeth, était la plus grande trafiquante de drogue au monde. Les gens l'ont oublié. Hein. C'est quand même elle qui a consacré ces fameux centres de production d'opium avec ses propres petits trafiquants qu'elle protégeait. Et donc, les Chinois se rappellent de ça. Et aujourd'hui, on décide de reprendre la main. La reine absolument, Victoria, excusez-moi, c'est Victoria, je me dis une bêtise, effectivement. Donc cette fameuse reine Victoria, ce fameux règne dictatorial, a drogué littéralement la Chine, ils s'en souviennent. Donc aujourd'hui, ils ont dit non seulement on est sorti de ça, cette humiliation, c'est fini, mais surtout, on va faire en sorte que l'Afrique sorte de ça. Alors, ne nous voyons pas la face. Évidemment, tout le monde a son intérêt dans l'histoire, mais la différence fondamentale entre les Chinois et les Occidentaux, c'est quand les Chinois vont en Afrique, ils font des infrastructures structurantes pour un potentiel développement qui pourrait laisser la possibilité aux Africains de se développer et de devenir autonomes, ce qui est parfaitement interdit par les Occidentaux qui ne cherchent pas à structurer une économie et les rendre autonomes, mais qui cherchent toujours à les mettre sous dépendance en vendant, et j'utilise un terme à dessein, de la ferraille aux Africains. On se rappelle vraiment qu'aujourd'hui, si l'Afrique, en 60 ans, ne s'est pas développée, ça n'est pas parce que ce sont des imbéciles, c'est parce que ça a été organisé. Donc la Chine a bénéficié, grâce à sa rupture en 49 avec Mao Tse-tung, d'une distanciation avec l'Occident. Ils se sont débarrassés de l'Occident. Ils ont pu se développer avec l'arrivée au pouvoir dans les années 80 d'un réformateur. Et aujourd'hui, la Chine a décidé de se redéployer. Économiquement, c'est le cas, mais bientôt militairement. Et je pense pour le plus grand bien des Africains, des peuples qui ont besoin enfin de paix, de stabilité et de développement. Merci à vous, Gamal Abina. Alors, on va sortir avec vous, Luc Michel, on va parler du conflit Russie-Ukraine. Est-ce qu'il faut craindre une offensive de Moscou d'ici janvier? C'est l'interrogation qui vous est donc posée. Je vais tout d'abord vous répondre directement et puis je vais tenter de faire comprendre à nos téléspectateurs ce qu'est le dossier de l'Ukraine et de la Crimée. Et je vais parler sans langue de bois. C'est un dossier que je connais bien puisque j'ai été un de ses acteurs. Tout d'abord, il n'y a pas de risque de guerre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'OTAN est en train de surarmer l'Ukraine, la France et les États-Unis en particulier, la Turquie également qui fournit des drones et qui fournit des matériels militaires à l'armée ukrainienne, la Turquie qui invalide l'indépendance de la Crimée et son retour à la Russie. Il y a donc la moitié de l'armée ukrainienne qui est déployée, c'est une grande armée nationale, aux frontières des deux petites républiques russophones
du Donbass, Donetsk et Lugansk. Et donc, la Russie, qui ne se laisse pas intimider, elle a déployé sur son sol, je rappelle que c'est sur le sol russe et pas sur un État voisin, elle a donc déployé des moyens considérables pour faire comprendre aux Ukrainiens qu'il ne faut pas dépasser la ligne rouge. Maintenant, qu'est-ce que c'est le dossier de l'Ukraine, de la Crimée? Nous sommes en 2014. En 2014, l'Ukraine, qui est une ex-république soviétique, et auquel en 1953, Khrouchtchev, qui est un nul en géopolitique et qui a liquidé l'héritage de Staline, a imprudemment donné en cadeau la Crimée qui a toujours été russe. Eh bien, donc l'Ukraine se déclare indépendante en 1991. Il y a déjà à l'époque un référendum en Crimée et la Crimée demande son indépendance. Mais à l'époque, c'est Boris Eltsine. Boris Eltsine, c'est un alcoolique pro-américain et il ne soutient pas les populations russophones. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de la population de l'Ukraine, elle ne parle pas l'ukrainien, elle parle le russe, et les russophones sont majoritaires dans toute la partie de l'Ukraine qui est à l'est du grand fleuve Dniester, qui est coupé en deux par la ville de Kiev. En 2014, donc, il y a une révolution de couleur en février, propagée par les Allemands, les Français, les Américains. Il y a des extrémistes de droite, on les appelle les bandéristes, qui sont les héritiers de la collaboration nazie pendant la guerre. Ils avaient à l'époque formé des divisions de Waffen-SS. Ils s'emparent du pouvoir à Kiev et il y a une immense frayeur dans toute la population russophone. Ils proposent même que le russe soit interdit comme langue en Ukraine. À partir de ce moment-là, la Russie lance non pas un conflit avec l'Ukraine, mais la première de ces guerres hybrides. Qu'est-ce que c'est la guerre hybride? C'est une forme de guerre qui a été inventée par les Iraniens au Liban en 2006. On dit qu'elle est en deçà de la guerre, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à la guerre chaude entre deux États ou deux armées nationales. C'est pour ça que dans la guerre hybride, il n'y a pas de guerre entre l'armée russe et l'armée ukrainienne. Et on dit de cette guerre hybride qu'elle est menée par des acteurs non étatiques, c'est-à-dire pas par les États, la diplomatie ou leur armée. Le général russe Gerasimov, en 2013, il a théorisé la version russe de la guerre hybride. Elle va immédiatement mettre en application en 2014. Tout d'abord, la première phase, c'est garder le contrôle de la Crimée. Pourquoi la Crimée? Parce que depuis Catherine la Grande au XVIIe siècle, que la Crimée est devenue russe, il y a un axe stratégique qui va de Sébastopol en Crimée au Levant, c'est-à-dire à la Syrie et au Liban actuel, et qui permet à la Russie d'intervenir en Méditerranée orientale et en mer Noire. Les Américains veulent prendre Sébastopol, le plus grand port de la flotte russe, et en faire un pistolet de l'OTAN pointé sur la Russie, puisqu'on est à proximité des frontières de la Russie. Immédiatement, ce n'est pas la Russie qui organise la sécession de la Crimée, ce sont des acteurs non étatiques. Le Parlement de Crimée appelle à un référendum d'indépendance. C'est un parlement régional qui appartenait précédemment à l'État ukrainien. Il y a des troupes spéciales, les forces spéciales du GRU, les renseignements militaires russes qui se déploient. On les appelle les petits hommes verts parce qu'ils sont équipés d'uniformes du Bélarus, pas d'uniforme russe. Ils ne portent pas d'insigne de nationalité ni d'insigne d'unité. Ils assurent en fait l'expulsion des forces militaires ukrainiennes de Crimée et ils assurent la sécurité des opérations du référendum. C'est à ce moment-là que moi j'interviens. Le Parlement de Crimée me confie l'organisation du monitoring du référendum d'indépendance. Nous nous opposons à l'OTAN, au Parlement européen, à l'OSCE. Je viens en Crimée avec 148 moniteurs. C'est considérable. Généralement, une mission de monitoring, elle comporte 10 à 15 parlementaires. J'arrive avec 148 parlementaires venus de toute l'Europe, Russie, Bélarus comprise, et nous validons le référendum
ce qui est la condition de sa reconnaissance internationale. Et immédiatement, dans les 48 heures, Poutine ratifie le retour de Sébastopol et de la Fédération de Russie à la et de la Crimée à la Fédération russe. Vient ensuite la deuxième phase de l'opération. L'opération, c'est simple, c'est faire éclater l'Ukraine. Moi, je n'ai pas peur de manipuler la langue de bois. Il y a donc une opération qui est menée. Il y a deux républiques qui se déclarent autoproclamées indépendantes, à Donetsk et à Lugansk. Pourquoi Donetsk et Lugansk? Parce que là-bas, la population russe, elle est de plus de 85%. Elle s'équipe et elle forme des milices qui se confrontent à l'armée ukrainienne. Nous, je dis nous parce que nous sommes un ensemble de forces. Il y a particulièrement un ami de Poutine qui s'appelle Serge Glassev, qui est ce qu'on appelle un entrepreneur géopolitique indépendant, comme je le suis. Nous préparons une série de référendums d'indépendance dans une série de villes ukrainiennes, à Odessa, à Kharkov notamment. Ce que nous n'avons pas prévu, c'est que les mouvements d'indépendance, ils ne vont pas se dérouler dans un contexte démocratique. Les milices d'extrême droite bandéristes, elles font régner un climat de terreur. En particulier, il y aura 200 partisans de la Russie qui sont massacrés à Odessa, le grand port russe, dans la maison des syndicats. À partir de ce moment-là, eh bien, l'OTAN organise des négociations. Ce sont les accords de Minsk. On amène les Britanniques, on amène les Allemands, on amène les Anglais. Et la Russie, qui ne veut pas d'une guerre ouverte, nous sommes dans une guerre hybride, elle est obligée de faire machine arrière. Nous allions essayer de relancer ce qu'on appelle la Novorossia. Qu'est-ce que c'est la Novorossia? C'est le nom que portaient les territoires à l'est du Dnieper sous Catherine la Grande. Novorossia, c'est la Nouvelle-Russie. À l'époque, l'État ukrainien n'existe pas. L'Ukraine, elle existe dans deux petites provinces. Une province qui est sous contrôle du royaume de Pologne, une province à Lviv ou Lvov qui est sous contrôle